Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Transition et Énergie. Je reçois aujourd'hui Philippe Nguyen, qui est ingénieur, physicien, économiste, financier et spécialiste du développement industriel. On va commencer par parler avec Philippe Nguyen d'un aspect de la transition énergétique qui est extrêmement important et malheureusement un peu négligé, qui est celui de la capture du carbone. Et en l'occurrence de la capture naturelle du carbone. Il s'avère que M. Nguyen va nous raconter ça en détail, qui a une histoire assez extraordinaire avec une plante qui est assez méconnue ou très méconnue en Occident et un peu plus connue en Asie, qui s'appelle l'Adzola et qui a des caractéristiques assez uniques, et notamment, d'après ce qu'expliquent les paléontologues, dans sa caractéristique assez unique, elle a totalement changé le climat de la Terre il y a 50 millions d'années, avec une capacité incroyable à capturer le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Et donc, certains se demandent, ou certains sont même convaincus, qu'en développant l'Adzola aujourd'hui, on arrivera au même résultat, et M. Nguyen fait partie de cela. Donc, racontez-nous un peu l'histoire de l'Adzola et ce que le potentiel que recèle cette plante, on va dire miraculeuse, même si c'est très sérieux. Merci de cette introduction. Alors, je vais évidemment parler de l'Adzola, qui est une fougère préhistorique qui a émergé il y a 80 millions d'années à peu près, qui vit en symbiose avec une cyanobactérie. Et c'est unique au monde puisque c'était en symbiose il y a 80 et 50 millions d'années. Et maintenant, en fait, c'est l'Adzola qui héberge la cyanobactérie. Et donc, la symbiose est interne, c'est-à-dire que, en fait, la cyanobactérie ne peut pas vivre sans l'Adzola. Donc ça, c'est la plante unique au monde qui ait cette caractéristique, c'est-à-dire qu'en fait, la transmission d'une génération à l'autre se fait en intégrant la cyanobactérie. Et alors, qu'est-ce que permet la combinaison donc de ces deux espèces vivantes, on va dire la fougère et la cyanobactérie? Qu'est-ce qu'elle offre comme caractéristique on va dire, qui nous intéresse dans la capture du carbone? Alors, où c'est tout à fait unique, c'est que vous avez en fait la photosynthèse classique avec l'intégration du CO2. Donc c'est ce que fait évidemment la fougère, comme toutes les plantes. Mais de surcroît, la cyanobactérie a la capacité à intégrer l'azote de l'air et a la capacité à casser la triple liaison entre deux atomes d'azote. C'est une triple liaison qui est d'une très grande solidité et seul un prokaryote, c'est comme ça que ça s'appelle, et là en l'occurrence une cyanobactérie, est capable de le faire. Ça veut dire en fait que l'azote est intégré à l'intérieur de la fougère Adzola, de même que le CO2 est capté. C'est ça, en fait, la magie de cette plante. Et comme vous l'indiquiez, en fait, c'est assez récent. On a identifié ce sujet en 2004 à travers une expédition dans l'Arctique qui s'appelle l'expédition Core donc Arctique, donc en anglais ASEX, et qui a découvert qu'il y a 49 millions d'années, l'Adzola recouvrait un tiers de la planète, et notamment via le pôle arctique, qui était très différent d'aujourd'hui. C'était une mer, quasiment sans aucune capacité à sortir dans les autres espaces océaniques. Et l'Adzola, en fait, s'est développée à grande vitesse. C'est plutôt sur de l'eau douce ou faiblement salée. Et c'est cette Adzola qui a absorbé le CO2 et les gaz à effet de serre, qui a permis en fait à la planète de passer de 15 degrés, d'une température qui était plus élevée de 15 degrés par rapport à aujourd'hui, à la température d'aujourd'hui. En d'autres termes, cette petite plante a permis de passer d'un dispositif de serre, ce qu'on appelle en anglais greenhouse, à un dispositif d'air glaciaire. Nous sommes aujourd'hui dans l'air glaciaire. Avec des pôles qui sont recouverts de glace. Exactement. C'est en cela qu'on caractérise les aires glaciaires dans lesquelles nous sommes encore. Absolument. Et donc, ça, découverte récente, ça fait l'objet d'un article dans Nature en 2006. Donc, vous voyez, c'est récent par rapport aux découvertes scientifiques.
Et alors, Eric Lézère a gentiment indiqué que beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait, avec l'azola, capter les gaz à effet de serre de la planète. Alors moi, je serais un peu plus, je dirais, mesuré dans le développement, parce que d'ici à ce que l'azola couvre un tiers de la planète, il se passera quand même pas mal de temps. En revanche, la plante a beaucoup d'autres qualités dont je vais pouvoir parler, mais je laisse Eric Lézère poser des questions. Juste avancer sur une petite chose. Vous nous avez décrit au début sa spécificité, on va dire, organique, qui est le fait que c'est une fougère qui s'est mariée, en quelque sorte, avec une cyanobactérie. Et donc, la fougère, on va dire, capte le CO2, et la cyanobactérie, l'azote en cassant. Sa caractéristique, c'est donc, si j'ai bien compris, d'avoir un développement extrêmement rapide, sans équivalent. Oui. C'est-à-dire que cette fougère, une fois qu'elle est sur l'eau douce, elle capte le CO2 de l'atmosphère avec une rapidité et une efficacité incomparables. Absolument. On va donner des chiffres parce que c'est intéressant pour comparer en fait le niveau de captation du CO2 de l'azola par rapport, par exemple, aux légumes. Bon. Alors les petits pois, par exemple. Un petit pois, c'est 400 kilos de CO2. Pardon. On est sur des zones plus importantes. 400 tonnes de CO2 par hectare et par an, sachant que, pour ce qui concerne l'azola, on est à 1100 tonnes. Donc, vous voyez, il y a une captation qui est 2,5 fois plus importante. Et maintenant, le sujet que vous évoquez, c'est le sujet de la croissance de l'azola. Et c'est là où on est dans une situation totalement unique. C'est-à-dire que l'azola, du fait de sa capacité à absorber du CO2 et de l'azote, double de taille en milieu naturel tous les 3 jours. Double de taille. Bon, évidemment, il n'y a pas une seule plante, en dehors de l'azola, qui soit capable de doubler de taille en 3 jours. Et lorsque l'on est en aquaponie industrielle, et je pourrais en parler si ça vous intéresse, ça double de taille toutes les 6 heures. Ça veut dire que si l'aquaponie, donc si on l'alimente en eau douce et en lumière, oui, ça accélère encore plus son processus de croissance. Donc, quand vous indiquez qu'évidemment, elle n'est pas prête de recouvrir un tiers de la planète comme elle a pu le faire il y a 49 millions d'années, en revanche, si vous avez des zones, des lacs, des étangs, puisqu'il faut de l'eau douce, si j'ai bien compris, que vous recouvrez d'azola, et que vous récupérez cet azola toutes les quelques heures ou tous les quelques jours, vous allez pouvoir absorber quand même d'énormes quantités de CO2. Oui, absolument, mais sauf que c'est un processus, s'il passe par les lacs ou les étangs, qui risque d'être un tout petit peu invasif. Et donc, quand je vous parle d'aquaponie... C'est une plante invasive. C'est une plante invasive, tellement ça se reproduit vite, et dès que vous avez en fait une couverture d'azola sur un étang, en dessous, il n'y a plus d'oxygène. Oui, donc ça tue toute la vie. Ça tue la vie en dessous. Donc évidemment, il faut récolter. Bon. Quand je vous parle d'aquaponie industrielle, ça veut dire en fait que l'on rentre dans un système agro-industriel et que l'on isole à l'intérieur de serres la culture de l'azola sur tout simplement des petites plaques qui font 6 à 10 cm de hauteur, vous avez de l'eau, et c'est comme ça que vous pouvez créer un univers qui est totalement piloté en luminosité, en température, en pression, et aussi en alimentation de quelques éléments type phosphore. Bon. Et là, ça permet en fait de réguler de façon tout à fait industrielle la culture et la récolte de l'azola. Et c'est là où en fait il faut avancer si l'on veut effectivement maîtriser le dispositif. Donc aujourd'hui, ce que vous avez en fait en Asie ou en Amérique du Sud, un peu en Amérique du Nord aussi, un peu en Afrique, vous avez des cultures d'azola, mais qui sont le fait de fermiers. Des fermiers, bon, plutôt petites exploitations. Donc on est dans une zone, je dirais, de culture, on va dire quasiment vivrière. D'accord. Donc là, c'est le développeur industriel qui parle. Il faut passer au stade industriel pour utiliser, on va dire, les bénéfices de cette plante. Et je vais en profiter pour vous poser une autre question. Quand on la récolte, on en fait quoi de l'azola ? Alors, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Et donc, vous pouvez en faire un engrais naturel, azoté, vert surpuissant, azoté. J'y reviendrai parce que c'est assez important. On peut en faire des protéines végétales pour le bétail. On peut en faire des protéines végétales pour l'alimentation humaine. Mais là, c'est plus compliqué. On peut en faire du biofuel.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est très clairement, on peut, à partir d'azola, faire du biofuel. Bon. Comme on pourrait faire de Des l'éthanol. biocarburants. Des biocarburants, voilà. Et on peut aussi en extraire des principes actifs pharmaceutiques. Et enfin, on peut capter le CO2 et en faire ce qu'on appelle du biochar. Bon. Donc tout ça, ce sont les utilisations possibles de l'azola. Donc vous voyez, ça va, c'est très différent de la simple notion de captation de carbone. Bien sûr, l'azola capte du carbone, mais là aujourd'hui, les perspectives d'utilisation de l'azola sur un plan industriel, ce sont plutôt les engrais et les protéines. Maintenant, je vous laisse poser des questions pour rentrer plus en détail. Donc, ce que vous expliquez, c'est qu'on peut créer un écosystème en développant l'azola, donc en ayant à la fois la capture du carbone et après une plante qui peut servir, donc par exemple, à remplacer les engrais azotés ou dans une certaine mesure à remplacer les engrais azotés, dont la fabrication consomme beaucoup d'énergie fossile Oui. et par ailleurs qui sont indispensables à l'alimentation humaine. On considère que sans engrais azotés, la planète est aujourd'hui capable de nourrir 4 milliards d'êtres humains. Donc ça veut dire que la moitié de l'alimentation disponible aujourd'hui sur Terre dépend de l'existence des engrais azotés. C'est pour montrer l'importance de la chose. Donc, comment on fait pour construire les écosystèmes? Est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce qu'il y en a des prémices? Et est-ce que vous êtes engagé dans la construction de ce genre d'écosystème? En Europe, par exemple, est-ce que ce serait possible en Europe? Est-ce que c'est possible en France? Parce que vous nous avez parlé d'Asie, vous nous avez parlé d'Amérique du Sud et du Nord et un peu d'Afrique, mais pas d'Europe. Alors, la question est bonne. Je vais revenir aux prémices de ce que vous avez exposé sur les engrais. Dans les années 60, on utilisait grosso modo 7 millions de tonnes d'engrais chimiques. Et puis, il y a eu une accélération de l'utilisation des engrais chimiques. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 176 millions de tonnes. C'est ce qu'on appelle la révolution verte. Oui. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui a permis effectivement de nourrir l'expansion de la population. Et très clairement, le dispositif pour créer un engrais chimique, c'est un processus qui a été inventé au début du XXe siècle, qui s'appelle le processus Haber-Bosch. Je ne rentre pas dans le détail, c'est de la chimie, mais grosso modo, ça utilise beaucoup de gaz, naturel liquéfié par exemple, et ça utilise beaucoup d'énergie, puisque en fait il faut passer par, je dirais, des chaleurs de 500 degrés pour pouvoir transformer évidemment le gaz en méthane. Donc c'est un processus qui est relativement complexe, coûteux, très consommateur d'énergie, et évidemment il faut fabriquer de l'ammoniac. Pour fabriquer de l'ammoniac, et conduisant à des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. Bon, donc il est clair que l'azola aujourd'hui est un engrais naturel qui peut remplacer quasiment l'intégralité des engrais chimiques. Pas toujours. Avec la même efficacité? Avec le même type d'efficacité, mais surtout c'est beaucoup moins cher. Bon. Et c'est la raison pour laquelle l'azola s'est développé, je reviens à votre question, plutôt en Asie ou en Amérique du Sud, là où les fermiers n'avaient pas vraiment suffisamment d'argent pour acheter des engrais chimiques. Bon. Mais ça reste sur des petites exploitations, c'est 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là. Bon. La question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut le développer en Europe? Alors je vais revenir quand même sur l'Asie et les autres parties de la planète. Aujourd'hui, les endroits où on développe de façon massive l'azola en dehors des rizières, il n'y en a pas beaucoup, très clairement. Les rizières sont très, très adaptées, puisque par définition, il y a de l'eau douce, oui. Et il y a des besoins d'engrais. Absolument, et en plus, ça fait plus de 3 millénaires que l'azola en fait, est utilisé comme engrais. Ah oui. Donc, pour les rizières. Et du reste... sans connaître les... Enfin, en connaissant ses bienfaits, mais sans connaître les découvertes scientifiques qui remontent à il y a une vingtaine d'années. Alors, ce qui remonte à une vingtaine d'années, c'est le fait qu'on a identifié l'Azola Climate Event, c'est-à-dire en fait cette réduction de température de 15 degrés. En revanche, et c'est amusant que vous posiez cette question, pourquoi je me suis intéressé à l'azola? J'ai aucune raison de l'être. Sinon que le découvreur de l'azola au sens INPI du terme, c'est mon grand-père. Et mon grand-père était mandarin, mais aussi ingénieur agronome. Et donc, c'était
quelqu'un qui était passionné de sciences agronomiques. Et il vivait au Vietnam? Il vivait au Vietnam, il s'appelle Nguyen Quang Thieu, donc à l'époque le Vietnam était français. Donc grosso modo, c'est un savant français qui a découvert l'azola. Communication à l'Académie des sciences de Hanoï, 1930. Ça ne s'invente pas. Bon. Donc c'est ça l'origine de l'intérêt pour ce qui me concerne sur le sujet. Bon, mon cousin Germain est un spécialiste de l'azola en Asie. Donc, il est au Vietnam. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez beaucoup de centres de recherche sur l'azola, que ce soit pour l'alimentation animale ou les engrais, le biofuel, etc. Vous avez des centres de recherche partout dans le monde, bon, sauf en France. C'est pas beau, ça? Donc, oui, c'est-à-dire que, entre guillemets, la découverte scientifique de l'azola est française. Oui. Et aujourd'hui, la France néglige, ne s'intéresse pas vraiment à l'azola. Absolument. Alors donc, pour répondre complètement à votre question sur l'Europe, c'est clair qu'on pourrait développer de l'aquaponie industrielle sur l'azola en Europe, parce qu'en fait, par définition, on peut gérer toutes les conditions de température, de pression, de luminosité à travers des serres. On peut installer ça absolument partout. C'est clair que s'il fallait demander une autorisation d'une installation agro-industrielle en France, je pense qu'on mettrait à peu près 7 ans pour avoir les autorisations. Bon. C'est la raison pour laquelle c'est plus facile aujourd'hui de développer ce dispositif ailleurs qu'en Europe. C'est ce que nous allons faire du reste. Et paradoxalement, pour ce qui concerne l'agro-industrie de l'azola, c'est l'Amérique du Nord qui est la plus avancée. C'est juste incroyable. Hein. Et donc, nous avons une excellente société d'ingénierie qui s'appelle Azola Biosystem, qui se trouve en Arizona. Dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, normalement. Exactement. Alors, l'eau, on n'en a pas tant besoin de ça, puisqu'en fait, on peut la recycler. Donc, pour répondre à votre question, oui, on peut développer en Europe. Non, ça n'est pas développé. Et s'il fallait le faire, il faudrait des autorisations qui exigeraient des délais assez importants. Voilà. Et quand vous dites on va le faire, donc vous avez des projets d'aquaponie industrielle très larges avec de l'azola en Absolument. cours. Là, en fait, bon, mon métier, c'est l'investissement, par définition. On a organisé une conférence à la Maison de l'Europe il n'y a pas très longtemps pour sensibiliser, en fait, les Européens à ce qu'était l'azola. Hein. L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser, peut-être aussi de faire en sorte que les techniques avancées en agronomie puissent commencer à se pencher sur le sujet. Alors, si je peux me permettre, ça a fonctionné, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Ah oui, vous avez raison. Oui. Et donc, là, nous envisageons, mais c'est mon métier en tant qu'investisseur, je dirais de mettre en place des dispositifs d'aquaponie industrielle qui conduiront à terme, si tout se passe bien, à une production de 500 000 tonnes d'engrais par an, en régime de croisière, ou on va dire 150 000 tonnes de protéines végétales. Donc c'est ça les deux sujets qu'on est en train de regarder. Ça signifie que l'on examine des opérations où on va mettre en place des serres qui seront des serres de 30 mètres de long et de 8 mètres de large, mais on va les juxtaposer et les lier avec des systèmes énergétiques photovoltaïques. Bon, ce qui fait qu'en fait, on sera en mesure d'autoconsommer l'énergie dont on aura besoin, et notamment pour piloter les dispositifs, je dirais, température, pression, luminosité. Bon. Et là, les capacités à pouvoir sortir 500 000 tonnes d'engrais naturels nécessitent des investissements qui sont importants. Ce sont des investissements qui se mesurent en plusieurs centaines de millions d'euros. C'est de ça dont on parle. Donc, c'est la fin de ma réponse à votre question. Aujourd'hui, en Asie, vous avez plutôt des centres de recherche et plutôt des travaux sur les exploitations, on va dire, locales, et notamment pour le riz. Vous avez maintenant au Vietnam une expérience qui est lancée par le gouvernement vietnamien sur 1000 hectares. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on avance sur des zones beaucoup plus industrialisé, si je puis dire. Et là, en l'occurrence, nous sommes sur une logique où on va associer le meilleur des trois mondes, à savoir le biodesign industriel, tout ce qu'on connaît en matière, je dirais, de rendement, à la fois en engrais et en protéines, évidemment, les différentes variétés d'azola. Hein. Vous avez 500 espèces d'azola. L'azola
qui est la plus efficace pour les protéines végétales en élevage, ce n'est pas l'azola qui est la plus efficace pour les protéines végétales en alimentation humaine. Donc il y a des sélections à faire, vous avez des optimisations à faire, donc nous sommes dans la phase d'optimisation industrielle. Donc on est quand même assez en amont. Et juste pour finir sur ce sujet-là, puis après on va élargir un peu à l'innovation, le passage au stade industriel, et pourquoi c'est indispensable à la transition énergétique et comment les choses peuvent se faire. Juste pour en revenir, le modèle économique tel que vous le concevez sur ce projet-là, il fonctionne assez bien, et la rentabilité, c'est au bout de combien d'années? Alors, on a plusieurs scénarios, hein, évidemment. Vous avez classiquement le scénario bas, le scénario moyen, le scénario optimiste. Si on est sur un scénario moyen, si vous voulez, pour une centaine d'hectares de fermes agro-industrielles, on est en mesure de sortir 100 000 tonnes d'engrais par an. 100 000 tonnes. Non. Donc la rentabilité, elle est liée au cours de l'engrais naturel. Alors, on a pris comme hypothèse, une hypothèse qui est relativement, je dirais, basse, il y a $650 par tonne d'engrais. Et là, on est sur des retours sur investissement du type 5 à 7 ans. Donc, vous voyez, ça donne des ordres de grandeur, mais c'est pas mal, 5 à 7 ans, dans le monde de l'investissement. Dernière chose, avant de sortir de l'Azola, donc vous indiquez que le Vietnam est en pointe. Est-ce que, par exemple, la Chine ou d'autres pays d'Asie suivent aussi sur l'Azola? Oui, la Chine a des centres de recherche tout à fait efficaces. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur, je dirais, la capacité... Parce que pour le passage industriel, la Chine est quand même très efficace. Oui, mais là, ils l'ont pas fait, pour le compte. D'accord. Ils sont plutôt sur, on va dire, la capacité, par exemple, à substituer pour la consommation de protéines pour l'élevage et à enrichir, en quelque sorte, toute l'alimentation animale. Je vous donne juste un exemple. Les poulets. Bon, vous savez qu'il y a 29 milliards de poulets dans le monde. Bon, c'est pas mal, hein. Eh bien, si vous mettez, on va dire, 10 à 15% sur l'alimentation des poulets, vous mettez de l'azola. Bon, vous apercevez que les coûts d'alimentation baissent d'environ 20 à 25%. Et le poids des poulets augmente de 2,5% par semaine. Donc ça a tous les avantages. C'est-à-dire que ça permet en fait d'avoir des poulets plus importants. Ça permet aussi de réduire les coûts en fait pour tout ce qui est alimentation animale. Je vais vous donner un autre exemple qui est pas inintéressant. Là, on est en Équateur. Donc, des tests ont été faits entre des bananiers qui étaient, je dirais, avec des engrais chimiques, et des bananiers qui étaient en fait soutenus par de l'engrais naturel azola. On s'aperçoit que la taille des bananes est grosso modo 30% plus importante lorsque vous utilisez de l'azola. Évidemment, ça coûte moins cher. Donc voilà, deux exemples. Un exemple sur l'animal et un exemple sur les plantes. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de centres de recherche qui ont travaillé là-dessus, y compris en Scandinavie et en Suisse. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'analyses qui ont été faites. Et ça s'est accéléré depuis 20-25 ans à peu près. D'accord. Maintenant, donc, on va passer à la question de l'innovation, indispensable à la transition énergétique. Et le problème qui est, c'est bien l'innovation, mais si on ne passe pas au stade industriel, si on n'a pas les capacités de développer, de tester et d'investir pour passer au stade industriel, on n'avance pas rapidement et on n'avance tout simplement pas du tout. Et on mesure bien cela avec un certain nombre de technologies indispensables à la transition. On peut parler de capture du carbone, on peut parler dans une certaine mesure de géothermie, on peut parler aussi de fabrication d'hydrogène, par exemple, où à chaque fois on mesure bien que c'est le passage au stade industriel qui est compliqué. Et alors ce que vous venez nous indiquer sur la France est un peu inquiétant. C'est-à-dire que vous voulez tester la capacité donc à passer au stade industriel de production d'Azola, et vous avez renoncé presque dès le départ à le faire, je ne sais pas si c'est en Europe, mais en tout cas en France, compte tenu des contraintes et des difficultés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent et pour qu'on soit
capable en France d'innover, ce qu'on a été capable de faire pendant des décennies, et ce qu'on n'est plus capable de faire depuis quelques décennies également? Alors là aussi, je vais apporter une nuance à votre présentation des choses. Alors d'abord, moi, j'ai pas abandonné l'idée de développer la Zola en France, mais je sais que ça prendra beaucoup plus de temps. Bon, donc on est évidemment en train de regarder comment faire pour avancer, notamment sur des sujets un peu plus à très haute valeur ajoutée, et notamment en matière d'actifs pharmaceutiques. Bon. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la question que vous posez est une question très générale. Je pense qu'il y a eu des efforts importants qui ont été réalisés depuis quelques années en matière de réindustrialisation. Bon, France 2030, c'est grosso modo 50 milliards d'euros. C'est pas si mal que ça. Mais... Oui, vous avez raison, mais c'est bien d'avoir les financements. Parfois, c'est un problème. Mais le problème est de passer du stade du financement au stade de la réalité industrielle. Je vais déjà terminer sur le financement parce que c'est important. Mais 50 milliards d'euros n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous parlez de transition énergétique, il faudrait 60 à 70 milliards d'euros par an en France. Je ne parle pas de l'Europe. L'Europe, ce serait plutôt 500 milliards. Bon. 60 à 70 milliards d'euros par an, sur 5 ans, bon, faites le calcul, on est à 300-350 milliards. Donc, France 2030 n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça signifie que, dès le départ, on n'est pas en mesure de financer ce que l'on projette. Et viser, je dirais, ce qu'on a prévu dans le plan pluriannuel de l'énergie, c'est en 2035, c'est aujourd'hui totalement inatteignable. On n'arrive même pas à financer, on ne sait pas en tout cas comment on va financer aujourd'hui, les 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR, c'est environ 60 milliards aux dernières évaluations, on était parti de 50, et ça va forcément continuer à augmenter, c'est l'habitude, on ne sait même pas comment on les finance aujourd'hui. Alors moi j'ai une petite idée, mais bon, c'est pas le sujet du moment. Alors, ensuite, pour prolonger la réponse à la question que vous posez, à savoir, au-delà du financement, comment on accélère la mise en œuvre de l'innovation? C'est ça la question. Alors ça, c'est une question qu'on se pose depuis de nombreuses années, puisque si vous vous souvenez, dans les années 80, on a mis en place des outils précisément pour accélérer l'innovation technologique en France et l'industrialisation. Bon, c'était Sofaris, organisme de garantie de financement. C'était à l'époque, ça s'appelait pas OSEO, ça s'appelait l'ANVAR, Agence nationale de valorisation de la recherche. Bon, maintenant, c'est un dispositif qui est à l'intérieur de la BPI. Bon, donc il y a des outils, mais là aussi, qui ne sont pas suffisamment importants sur le plan macroéconomique. Et le problème que nous avons en France, il y en a plusieurs. Je vais commencer déjà par le fait que nous n'avons pas suffisamment de fonds pour financer les start-up qui permettent de passer de la recherche fondamentale à l'innovation et ensuite à l'industrialisation. Un dispositif qui fonctionne assez bien aux États-Unis, par exemple. Oui, alors pour des raisons de taille critique, c'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis, c'est 6 fois la taille de la France, et donc vous avez en fait une masse critique de capitaux qui sont des capitaux à risque avec différents niveaux. Ça peut être évidemment le niveau, je dirais, de start-up du début. Ça peut être aussi dans l'entreprise qui se développe, mais là qui est plutôt d'une taille de PME, et puis ensuite le TI. Bon. Donc, vous avez des capitaux aux États-Unis que vous n'avez pas en Europe. Et vous n'avez pas non plus en Europe marché de capitaux unifié. C'est du reste un des grands problèmes que nous avons. On a une directive qui est en préparation depuis 15 ans et qui n'a jamais réussi à aboutir. Donc l'union des marchés de capitaux est essentielle, mais n'existe pas. Bon. Ça veut dire en fait que pour revenir à la question sur la France, vous avez énormément d'équipes de très grande qualité qui ne trouvent pas suffisamment de fonds. Ou lorsqu'elles trouvent des fonds, ce n'est pas suffisant pour se développer à un niveau mondial. Bon. Alors il y a quelques contre-exemples évidemment, vous les connaissez, mais globalement, macroéconomiquement, on n'a pas suffisamment en fait de fonds pour investir sur le passage de la recherche fondamentale à l'innovation et de l'innovation à la réindustrialisation. Ensuite, deuxième problème absolument majeur, c'est que quand vous êtes un chercheur avec une idée qui peut se développer sur un plan pratique,
c'est très difficile aujourd'hui d'arriver en fait à vous épanouir dans les univers de recherche. Donc d'où le départ de beaucoup de gens ailleurs qu'en France. Alors, on a l'exemple du prix Nobel qui est allé en Allemagne et puis ensuite aux États-Unis. On a l'exemple de mon camarade d'école qui a créé finalement la plus grande société en matière de génome, hein, et qui se trouve maintenant avec une valorisation d'une vingtaine de milliards de dollars, mais qui est aux États-Unis. Bon. Donc ça, il n'aurait pas pu le faire en France. Donc il l'a développé aux États-Unis, il a trouvé les fonds, et maintenant c'est évidemment le producteur de vaccins Covid. Pour en revenir à l'Adzola, donc la société qui développe les équipements, si j'ai bien compris, la seule d'Aquaponie Adzola, elle se trouve en Arizona. Oui, vous venez de nous en parler. Oui, alors ceci étant, on est aussi à un niveau très très en amont. Hein. C'est pas une grande société. Donc là, bon, clairement. C'est pas tellement, si vous voulez, la technologie, l'ingénierie industrielle qui compte. C'est la capacité à passer en phase industrielle. Et c'est là où nous intervenons. Je peux me permettre de vous interrompre, excusez-moi. C'est pas non plus les mêmes compétences que les chercheurs et que la technologie. Absolument. Donc il faut que les chercheurs ou que les scientifiques ou que les spécialistes de technologie puissent s'associer avec des gens qui savent développer sur le plan industriel. C'est pas le même métier. Non, c'est pas le même métier. Je dirais qu'en France, on a de très très bonnes sociétés d'ingénierie qui auraient pu faire ce que fait l'entreprise d'Arizona, mais qui n'ont pas fait parce qu'il n'y a pas eu prise de conscience du sujet. Hein, c'est plutôt ça l'idée. Donc, pour terminer la réponse à la question très large que vous avez posée, le dernier point, en dehors des sujets de transfert de technologie et de financement, vous avez en fait les accords pour implanter des industries ou des agro-industries. Bon. La multiplication des normes... Vous voulez dire la réglementation ? La réglementation. La multiplication des normes conduit à ce que la moindre implantation industrielle appelle en fait des autorisations de différentes structures, soit à caractère administratif du type préfet, soit à caractère plus, on va dire, collectivité locale, avec des interventions d'ONG tout à fait respectables, mais tout ça conduit à ce que là où, bon, grosso modo, là où on va installer nos opérations, ça nous aura demandé 4 à 6 mois pour la réglementation, en France, ce sera 7 ans. Bon. Et donc, comment voulez-vous qu'un processus d'innovation et de financement de l'innovation puisse tenir 7 ans sans pouvoir rentrer en phase d'exploitation? C'est aussi bête que ça. Alors, le gouvernement, de façon intelligente, a en quelque sorte accéléré et mis en place des pré-zones industrialisables. Bon, c'est bien, mais sauf que ça ne permet pas aujourd'hui quand même de passer dans une accélération globale du transfert de technologie. Et donc, pour revenir à l'ensemble, donc insuffisance de financement, et il en faudrait 10 fois plus. 10 fois plus. Hein, c'est pas 2 fois plus, c'est 10 fois plus. Vous avez un véritable problème au niveau de la recherche française quand les chercheurs français passent la moitié de leur temps à répondre à des appels d'offres. Donc quand ils font ça, ils ne sont pas sur la paillasse. Hein, je caricature, mais c'est quand même ce qui se passe. Bon. Et la réglementation. Et la réglementation, et là en l'occurrence, tout le monde est de bonne volonté. Les préfets sont de bonne volonté. Les conseils régionaux sont de bonne volonté. Le ministère de la Transition, je ne sais plus si on dit énergétique. C'est le ministère de la Transition écologique. Le ministère de la Transition énergétique a disparu. Enfin, ça a été réintégré dans Bercy. Les méandres. Tout ce qui est lié à l'environnement français et à l'énergie, tout le monde est de bonne volonté. Mais il n'y a personne à être capable d'arbitrer et d'accélérer les systèmes. Bon, donc, il y a des méthodes pour faire ça. Hein. On peut mettre en place un commissaire à la réindustrialisation, ça a été fait il y a quelques années. On peut tout faire, mais il faut une volonté. Il faut une volonté politique. Et là, c'est un autre sujet. C'est assez intéressant. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a quand même quelques raisons, on va dire, d'être optimiste en France sur la capacité à surmonter ça? Parce que ce que vous expliquez, c'est que le potentiel de chercheurs, de scientifiques, technologiques, il est là. Ce que vous expliquez aussi, c'est que
on ne monte pas d'entreprises spécialisées dans l'ingénierie qui sont capables de monter tout ça. Il faut la volonté politique, il faut l'argent, et il faut surtout, à un moment donné, qu'il y ait des gens capables de décider et de prendre des risques en disant on ne peut pas tout faire en matière d'innovation, mais on fait des choix stratégiques qui le sont vraiment, plutôt que de saupoudrer en disant on va faire un peu d'hydrogène, et puis on va faire un peu de ceci, et puis on va faire un peu de cela, et puis on va faire un peu de nucléaire, mais on va l'arrêter l'innovation tout en le recommençant. C'est-à-dire que on n'arrive pas à faire des choix stratégiques et avoir les moyens de ses ambitions. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que si on prend conscience de la nécessité de le faire, on peut le faire? Est-ce que ça peut se faire en quelques années, ça? Alors oui, ça peut se faire en quelques années. Voilà, on va finir avec on va dire une vue optimiste des choses. Et il faut, d'abord organiser une coordination des financements publics et privés de façon intelligente. Européenne ou française? Alors, les deux, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'argent aussi au niveau de la Commission européenne sur des sujets du risque qui ne sont pas inintéressants. La Banque européenne d'investissement est en fait une banque de l'environnement aujourd'hui, clairement. Donc, vous pouvez faire ça au niveau français, au niveau européen, mais il faut que ce soit une accélération de la coordination financement public et financement privé. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que sans le privé, rien ne peut se faire. Aujourd'hui, la sphère publique n'a pas suffisamment d'argent, donc il faut vraiment qu'il s'associe au privé. Il faut que le privé accepte de s'associer avec le public. Bon, ça aussi, c'est un vrai sujet. Deuxièmement, pour ce qui concerne, je dirais, la volonté d'accélérer, au-delà de la volonté politique, il faut une capacité administrative à impulser. Aujourd'hui, vous n'avez pas en France la capacité administrative à impulser. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui a fait passer 15 ans dans les services publics, direction du Trésor, direction générale de l'industrie, Caisse des dépôts, donc les administrations économiques, et 25 ans dans le privé. Il faut associer les deux compétences et de le faire de façon intelligente. Ce qu'on a été capable de faire quand les choses ont fonctionné, le programme nucléaire des années 70 et 80, on est une démonstration. Alors, il était essentiellement public. Mais néanmoins, il y a une décision qui a été prise et les choses ont été mises en place. Alors, les sous-traitants ont été privés. Vous citez la période gaulliste et pompidolienne. Oui, vous avez raison. on avait à l'époque, et on peut peut-être finir là-dessus, on s'éloigne un peu de notre sujet, mais on avait à l'époque, je pense, un sens plus fort de l'intérêt général et des perspectives à moyen et long terme qu'on a perdu. Alors, sur la vision stratégique de long terme, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'ont. Ensuite, l'économie est beaucoup plus complexe aujourd'hui que dans les années 60. Bon. Et donc, vous n'aviez pas les mêmes besoins en termes de financement dans les années 60 qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, on a une complexité à gérer. Mais c'est clair que le nucléaire, c'est une volonté politique. Le TGV, ça a été une volonté politique. Concorde, qui n'est pas un succès, a été une volonté politique. Bon. Là, aujourd'hui, on a eu des errements dans le nucléaire, parce qu'on a accéléré, puis ensuite on a fermé, puis ensuite on a relancé. On essaye de relancer. On essaie de relancer. Je pense que le plan pluriannuel de l'énergie est certainement un vecteur de vision stratégique. Et c'est là où il faut plus travailler sur les choix. Vous avez raison, il faut faire des choix. Et, deuxièmement, ce plan pluriannuel de l'énergie doit favoriser la coordination des financements publics et privés. Donc c'est une méthode, et c'est pour ça que, oui, ça peut se faire. Je pense qu'on peut y arriver en 5 à 10 ans. Hein. Bon, 5 à 10 ans, à l'échelle d'un pays, ça va. Mais il faut le faire. Très bien. Et ben on va finir sur ça. Merci Philippe Nguyen. Merci. Merci de votre invitation.